Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Le DevFest Nantes, c'est une aventure humaine. Au départ, on n'imaginait pas quand même arriver à ce niveau-là. Là aujourd'hui, donc c'est la 9e édition 2021. Le GDG Nantes, du coup, qui organise cela, a été créé du coup en janvier 2011 avec Ben, Jeff et moi-même. Et comme je disais, c'est une aventure humaine, c'est-à-dire que d'année en année, on a eu vraiment une équipe qui s'est renforcée avec l'arrivée de Xavier, d'Emeric, de Pierrick, d'Annabelle, d'Audrey, de Marie et d'Arthur et d'Aline. 2020, ça a été une année compliquée pour pas mal de monde. Pour nous, côté GDG Nantes, c'était pas évident non plus. Il a fallu reporter le DevFest. Mais ce qui a été aussi important pour nous, c'est un petit peu le changement dans l'organisation. Et donc, j'ai rendu ma casquette de président. Et vous avez maintenant à côté de vous Annabelle, la nouvelle présidente. Merci Julien. Et merci aussi à toute la team organisatrice qui prépare ce DevFest depuis plus d'1 an et qui fait un taf incroyable. On peut aussi applaudir tout le monde. Merci aussi à nos 80 bénévoles qui travaillent et qui vont vous accueillir pendant 2 jours de DevFest. Merci de les applaudir. Il y a 9 ans, on était 150. Cette année, on est plus de 2000. Donc un grand merci à vous tous participants de nous faire confiance. Applaudissez-vous. Le DevFest Nantes, c'est un événement labellisé French Tech. C'est avant tout du contenu de qualité. Et cette année, nous avons reçu plus de 340 propositions. Et parmi ces propositions, nous avons retenu 91 speakers qui vont vous présenter pendant 2 jours des sujets d'expertise. Donc un grand merci à eux pour leur partage. Cette année, vous avez pu le voir, le DevFest Nantes est sur le thème du street art. Et tous les ans, nos sponsors préparent des stands de dingue, et c'est le cas cette année. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer nos 45 sponsors sur leur stand. Et un grand merci à eux, et plus particulièrement à nos sponsors Platinum. Donc merci Zenica, Niji, OnePoint, Epitech, Microsoft, UIRIS, ASI, Maïf, WeScale. Esfer. Et merci à Doctolib qui cette année est notre partenaire pour l'after party. Donc rendez-vous ce soir à 18h30 à la Cité des Congrès au niveau M-1. Il y aura concert, animation et de quoi vous restaurer. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes un très très bon DevFest, vraiment profitez. On est vraiment très content de pouvoir réunir la communauté tech en présentiel. Je pense qu'il y a pas mal de monde qu'on avait besoin, que ce soit côté speaker, participants et même nous côté orga. Donc vraiment profitez bien de ces 2 jours. Et on va commencer avec une conférence. On va recevoir un artiste, Antonin Fourneau, qui va nous présenter ses projets entre art et numérique. Bonjour. Alors effectivement, je suis artiste. Je suis un peu multi-chapeau à vrai dire. J'ai tendance à dire que je suis designer, artiste, bricoleur, maker, potentiellement aussi professeur en école de jeux vidéo à l'Engmin, Angoulême. Et en général, pour résumer, je dis que je suis bricodeur. Donc je teste, je fais des choses, je compile, je bricole avec ce que je sais faire en gros. Je vais essayer de vous transmettre un petit peu ma manière de faire. Et vous montrer que souvent, en fait, quand je travaille, j'arrive pas à tout de suite trouver ma bonne idée comme ça, mais que c'est plutôt une espèce de bordel comme ça. Donc je vous montre un petit peu une genèse de ce que je fais, de ce qui m'a intéressé, parce que j'ai commencé par une école d'art, ce qui n'est peut-être pas forcément le plus évident pour vous, je ne sais pas. Et après, comment j'ai développé des créations en m'inspirant de ces points qui m'ont intéressé lors de mes études en école d'art. Donc une des premières choses qui m'a intéressé quand j'ai commencé à étudier l'art, étrangement, c'est plutôt des trucs d'électronique et de robotique. Et je me suis intéressé à ça, je ne sais pas si vous savez tout de suite ce que c'est, mais en fait le premier jeu vidéo.
comment Tennis for Two est arrivé dans un laboratoire à Brookhaven, comment le monsieur William, inventeur de ce jeu, s'est dit je vais rendre un peu plus ludique la visite du laboratoire en créant un jeu et qui s'avère être le premier jeu vidéo. Et c'est une part de ce qui m'intéresse, c'est comment le jeu arrive à s'immiscer à des endroits improbables, dans des endroits du travail, des endroits un peu boring potentiellement, et comment le jeu peut devenir un rouage qui va créer un peu plus de liberté dans ces endroits-là. Une autre partie de mes influences, comme bon petit garçon des années 80 en France, et qui a été biberonné au Club Dorothée ou au cinéma japonais, je me suis intéressé au yokai et un peu à l'animisme, le spiritisme japonais, comment en fait les Japonais, pour eux, sont totalement acquis au fait qu'un objet peut être vivant. Donc là, vous avez Karakasa, c'est le parapluie sur une jambe vivant. Et c'est une partie qui m'a intéressé, de me dire, tiens, rendre des objets inanimés vivants, ça me plaît. Donc c'est pour ça que je me suis un peu spécialisé aussi en électronique, Arduino, ces choses-là. Je fais de la robotique et des petits moteurs, des choses comme ça. Donc vous allez voir des pièces où je mixe un peu tout ça. Hop, là. Donc une de mes premières pièces, quand je sors d'école d'art en plus, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc je me dis, il faut que je fasse des pièces avec peu de moyens, et ça c'est un peu quelque chose qui reste toujours dans mon travail, c'est essayer de faire des choses efficaces avec peu de moyens. Donc Ikea Station, c'est le croisement improbable de la table LAC Ikea à 9,90 € et de vieilles manettes PlayStation récupérées chez un magasin de produits cassés, on va dire, que j'ai démonté, et j'ai récupéré tous les moteurs des PlayStation, des contrôleurs PlayStation, que j'ai matricés sur une table, et après j'ai réellement branché une manette PlayStation sur une table. Et les gens s'amusaient à faire du spiritisme 2.0 en déplaçant les verres sur la table. Et je ne donne pas vraiment de règles en fait. Je laisse la table comme ça, je laisse les verres et c'est aux gens d'imaginer quel est le jeu qui se joue sous leurs yeux. Dans la plupart des cas, les gens se sont dit ok, il faut casser les verres. Donc les gens ont essayé de faire sortir les verres de la table et les faire tomber. La réalité, c'est qu'ils ne pouvaient pas, parce que la matrice, à un moment, n'allait pas jusqu'au bout de la table, mais donc les gens insistaient quand même à essayer de faire tomber le verre jusqu'en bas. Bon, ça c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai plein de vidéos sur Internet, vous les verrez, et je zappe un petit peu, hop. Après, une autre pièce que j'ai créée lors d'une résidence au Japon, c'était en 2007, c'était un peu la période de Wii, justement. On avait des nunchuks et des Wiimotes de partout, et j'étais allé au Tokyo Game Show, et je voyais la Wiimote en démonstration avec une belle onde qui montrait les accéléromètres de la Wiimote. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à une vague, cette chose-là. Et un peu plus tard, en me baladant dans tous les quartiers un peu tech de Tokyo, je voyais que l'image de Hokusai, donc la vague de Kanagawa, c'est pas vraiment un tsunami, c'est une grande vague, était beaucoup utilisé, comme on voit là sur un téléphone. Bon, à l'époque, c'était plutôt des Keita que des iPhones. Et je m'interrogeais sur le fait d'utiliser souvent cette image avec les technologies. Et un Japonais me disait que c'était peut-être le fait qu'en fait, pour eux, c'est une image qui symbolise beaucoup le Japon, dans le sens où la nature est omniprésente et assez dure avec eux, c'est une île, et que quelque part, ils doivent toujours essayer de se dépasser un peu technologiquement pour arriver au niveau de la nature et pouvoir survivre dans cet environnement quand même assez hostile pour eux. Donc lui, c'est sa manière de dire, c'est pour ça qu'on a tendance à associer cette image assez facilement à la technologie. Alors que moi je me disais, bon bah en fait c'est leur vallée luxuriante que nous on a tous sur Windows, mais c'est leur version à eux en fait. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que j'arriverais pas à rendre hommage à Hokusai, à cet artiste de l'air et d'eau, à ma manière à moi. Donc je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire un contrôleur de jeu, mais qui est plus une sorte de manette pour Dieu qu'une manette pour humain. Donc j'ai pris une bûche, et à l'époque il y avait plein de Wiimotes intégrés dans des trucs en plastique, des volants, des machins, et je me suis dit tiens, je vais faire un contrôleur assez lourd, que si la Terre se met à trembler réellement, il se passe quelque chose, mais malgré tout un humain peut la prendre et essayer de la bercer, l'attraper et faire des choses avec. Et donc j'ai pris l'image de Hokusai et je l'ai rendue vierge. J'ai enlevé l'eau, et le public pouvait, s'il le voulait, essayer de reproduire des vagues du Hokusai. Bon, à l'époque, je m'étais dit, je vais faire des fractales, je vais réussir à retrouver tous les détails de la vague. Je ne suis pas si bon codeur que ça, donc j'ai fait des petites vagues vectorielles avec des petits effets de fumée, tout ça. Mais réellement, moi, j'ai jamais pu l'essayer, mais s'il y avait eu un tremblement de terre en France, quand je l'ai ramené, normalement, ça aurait dû faire des vagues beaucoup plus imposantes que de faire des grands mouvements comme ça. Des petites secousses rapides.
Hop, voilà. Ça, c'est pour vous montrer que des fois, on imagine des choses un peu trop tôt et qu'on n'est pas bien câblé dans sa tête pour découvrir qu'on a un bon potentiel. Sponge Game, que je fais en 2007 aussi. Tout simplement une install où je propose au public de jouer au vieux Tetris, mais plus avec une manette, avec une éponge dans les mains et en se touchant entre les autres personnes du public. Donc il y en a un qui est l'activateur, et les autres sont tournés, tombés, etc. Timing. On tourne en parallèle. Nickel. À gauche, à plat. Voilà. Allez, vas-y, oui, fini. Et je me suis dit, c'est rigolo mon truc, je fais une petite vidéo, je vais expliquer comment je l'ai fait. Là. Hop. Est-ce que la vidéo va se lancer? Donc en fait, je montrais comment prendre une manette NES de l'époque, comment gratter le circuit imprimé, comment rajouter des petits fils, se souder dessus. Rallonger les fils, les mettre sur des grosses vis pour faire des plugs un peu plus faciles. Et à la fin, vous allez voir comment, en fait, au lieu d'utiliser une manette sur une vieille console NES, je pouvais brancher mon système et mettre des mandarines, des éponges, etc. Là, j'ai des potes qui m'ont dit, tu as vu, il y a un truc qui est en train de kickstarter là, avec un petit contrôleur qui se branche sur ton PC, tu peux jouer avec des bananes sur ton ordi, c'était le Makey Makey. J'ai fait, ouais, c'est cool, s'ils arrivent à lever 10 000 €, je serais content pour eux. Bah, en fait, ils ont levé beaucoup plus. Et j'en viens à un peu un de mes projets phares, qui est la raison de ma présence au DevFest, merci le DevFest pour ça, qui est Waterlight Graffiti, donc qui est une installation qui est dans le lounge, donc vous pouvez l'essayer, je serai présent au niveau du lounge tous les jours. C'est une pièce qui m'est venue, l'idée m'est venue lors d'un voyage en Chine. J'ai vu un monsieur qui pratiquait le dishu, donc littéralement peindre au sol, avec en général un balai ou une sorte de grand pinceau à calligraphier avec de l'eau. Et c'est très éphémère en fait. On dessine, en plus il fait chaud, ça disparaît rapidement. C'est une sorte de pratique un peu poétique qui est en Chine, parfois un peu politique d'ailleurs, mais plus rare. Et à force de me faire péter la rétine par tous les gros écrans LED, donc plus gros que ça, je me suis dit, tiens, est-ce que dans l'espace urbain, on ne pourrait pas avoir d'autres formes d'expression que ces écrans publicitaires ou d'information qui nous saturent d'infos? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des écrans finalement technologiques que peut se réapproprier le grand public? Donc je commence à maturer dans ma tête l'idée d'une sorte d'ardoise magique lumineuse. Et quasiment 5-6 ans avant, j'avais fait une première pièce, assez frixe quand même, une prothèse dentaire lumineuse, que j'avais appelée Joe-A, en hommage à notre cher Joey, qui était une prothèse où quand je passe ma langue derrière sur le palais, j'avais des petits pôles métalliques que vous voyez et qui allumaient chaque LED. Donc je pouvais faire du K2000 ou du Cylon dans Battlestar Galactica aussi un petit peu avec ma langue. Mais c'était aussi une espèce d'idée de se dire je pourrais faire du Morse et communiquer sans même parler, juste avec des effets lumineux qui sortent de ma bouche. Bon, c'était assez gros et assez pas évident à porter au final. Mais je me suis dit, tiens, je peux peut-être réutiliser cette simple idée pour faire un nouveau projet. Et c'est celui-là.
Donc ce que vous avez sous les yeux, en fait, c'est un mur de LED, où chaque LED a une sorte de petit capteur sensible à l'eau. Et dès qu'une goutte d'eau se dépose autour d'une LED, la LED s'allume. Et dès que l'eau s'évapore, la LED s'éteint. Là, c'est une de mes images préférées, c'est une collaboration avec Inkman, c'est un calligrapheur tunisien. On a un peu hacké mon propre système. En fait, on a utilisé du gel pour bébé, qui en séchant, lui, laissait des petits minéraux, on va dire, et qui gardaient le contact. Donc Inkman a pu prendre le temps de faire sa belle calligraphie, et après on a juste eu à nettoyer avec de l'eau pour la faire disparaître. Je vais vous montrer un peu tous les projets qu'on suivi aussi de cette pratique-là. C'est un peu ma nouvelle pratique, comment dessiner d'une autre manière, une manière peut-être un peu technologique. Donc il y a eu des prototypes qui sont toujours à l'état de prototype, Waterlight Color, où là tout de suite, excusez-moi, je reviens derrière, il y a un microcontrôleur à l'intérieur, donc c'est un peu plus complexe pour détecter en XY où est-ce qu'on est en train de poser une éponge, etc. Donc il peut faire de la couleur, mais ce qui est cool, c'est qu'il peut faire aussi différents scénarios. Donc là, on s'amuse à générer la couleur en fonction de la résistivité des doigts et de l'eau qu'on est en train de mettre, si on en met plus ou moins. Et là, on s'est amusé à faire un sponge game. Donc une sorte d'hommage à Pong, mais avec une éponge. Je continue dans les projets. Un autre projet qui était une commande, un peu un challenge de la ville de Poitiers, qui m'a demandé de faire un mémorial donc à toutes les victimes de conflits, de guerres originaires de Poitiers, mais qui pouvaient se mettre à jour. Okay, alors je regardais en général qu'est-ce qui se passe quand on met à jour un mémorial. Quand un historien arrive et dit j'ai trouvé 2 nouveaux soldats morts au combat qui ne sont pas dans la liste, on fait une plaque et on vient la rajouter. Et donc ça fait des mémorials patchés de partout. Donc il y en a pas mal comme ça, où on voit plein de petites plaques rajoutées. Et leur idée, c'est de se dire non, on aimerait justement ne pas avoir, parce que ça va être un mémorial qui va englober toutes les guerres et les futures, qui sera au cœur de la ville. Donc je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'il faut une base de données, il faut quelque chose pour qu'on puisse rentrer des nouveaux noms. Et je voulais garder le côté naturel d'un mémorial, donc le côté pierre. Donc j'ai travaillé sur un matériau qui me plaisait bien, qui s'appelle du béton fibre optique, donc du béton qui peut être traversé par la lumière. Je double-clique à chaque fois, il faut que j'arrête de double-cliquer. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est un béton qui a été coulé avec de la fibre optique. Et quand la lumière est d'un côté, la fibre optique qui conduit la lumière fait passer la lumière. Donc ça m'a permis quelque part de mettre toute la technologie dans quelque chose qui apparaît relativement naturel, en tout cas en béton, donc avec un petit aspect pierre. Et c'est un peu ce qui m'intéressait justement, c'est que la fibre optique, quand elle est coulée, elle part dans tous les sens. Et ça permettait de casser le côté un peu trop régulier des LED, des matrices de LED, et justement d'avoir des points qui n'étaient pas un peu marbrés, qui n'étaient pas tous au bon endroit, bien alignés comme il faut. Et après, on a créé un programme qui allait chercher, qui faisait une petite requête sur un site pour savoir si la liste a été mise à jour. Et donc les gens de la mairie peuvent à tout moment aller sur le site et mettre un nouveau nom pour une personne qui a accès, à vrai dire. Et le site, pour le coup, le monument, pour le coup, récupère ce nom et l'intègre dans un générique qui, au quotidien, passe tous les noms des gens, à savoir que si une personne... On a fait l'inverse, on a fêté la naissance des gens, c'est-à-dire que le jour de la naissance d'un mort, on passe son nom beaucoup plus longtemps dans la journée. Et ce qui fait que des gens de la famille peuvent taguer, parce que derrière il y a un QR code, peuvent taguer le mémorial et savoir à quel moment le nom va passer, et il passera plus lentement, et ils pourront le prendre en photo ou en vidéo. Et pour le coup, comme je suis toujours curieux, je me suis dit, tiens, ce matériau, il me plaît bien, est-ce que je ne peux pas retrouver un peu des idées autour de Waterlight avec ce matériau? Et j'ai fait un premier test, je me dire, tiens, je prends la lumière de mon téléphone, est-ce qu'en passant mon téléphone sur le béton, j'arrive à capter ça, et après, à quelque part, retransmettre le fait que j'ai capté la lumière, et est-ce que je pourrais faire du béton dessinable en lumière? A priori, oui. Après, je ne l'ai pas encore adapté en version grand format.
Un projet plus récent, développé lors d'une résidence en Nouvelle-Zélande, à AUT, Auckland University of Technology, où je leur ai dit, tiens, j'aimerais bien faire l'équivalent de Waterlight, mais avec le son. Donc on parle, et on arrive à dessiner avec ce qu'on produit avec sa voix ou avec un instrument. Parce que je voyais que moi, avec rien qu'en sifflant, avec des petits logiciels d'analyse son, déjà ça fait des dessins. Donc je me suis dit, ok, tiens, je vais chercher les modulations de la voix, je vais choisir une couleur en fonction de la modulation de la voix, et je vais utiliser ma main comme pinceau. Donc ça, c'est le premier prototype que je fais avec ma magnifique voix. Et ça, c'est ma fierté. Effacer en faisant chut. Donc des basses plutôt rouges, les médiums plutôt verts et les aigus plutôt bleus. Et ça, c'est un des premiers rendus qu'on a fait lors d'un festival d'art numérique justement à Reims avec du public. Justement, c'est le truc. Mais oui, tu sais bien. Non. Ça fait pas toujours la même couleur. Et il a un beau vert. J'accélère un tout petit peu. Voilà ce qu'on a réussi à faire après en ajoutant, en additionnant les couleurs. Donc on commence à avoir du jaune, avoir du magenta, un peu d'autres couleurs. Et j'aime bien le côté un peu paint. On retrouve l'aspect de vieux logiciels, un peu limité en couleurs, un peu 8 bits. En plus c'est bien, ça fait vachement travailler les vocales. Et lors d'une petite résidence au Japon à nouveau, on a même trouvé d'autres manières d'interagir avec. Donc là en fait on a pris une lampe torche, mais on a enlevé les LED de la lampe torche, on a mis des LED infrarouges, parce qu'en fait le mur est sensible aux infrarouges en détection. Et à distance on arrivait à utiliser une lampe torche comme un pinceau ou un effaceur géant. Alors là, c'est la phase petit défi. Donc ça, c'est une autre idée que j'ai eue récemment pour faire une sorte de mur de pixel art, assez simplement. Et l'idée m'est venue le matin avec mon déodorant. Je me suis dit, en fait, c'est super ce système de boules comme ça, un peu trackball, on va dire. Est-ce que je pourrais pas faire un mur à base de ça ? D'après vous, ça marche comment, ça? Dans les premiers rangs, réponse? Hein? Ouais, ça c'est la réponse habituelle, mais c'est pas ça. Désolé. Bon, je vais pas vous laisser trop empiéter sur mon temps non plus. Si je vous montre ça. Vous comprenez mieux. En fait, c'est juste une matrice de LED allumée et j'ai peint au feutre les balles de ping-pong derrière. Voilà, Coloropong. Et heureusement, j'ai eu une armée de gamins qui m'ont aidé à... Je vous rassure, c'était un atelier, ils se sont amusés. Hein. Je ne les ai pas fait travailler. J'arrive sur la fin. Ah, c'est bien, j'ai de l'avance en fait. En 2005, quand je sors d'école d'art, je crée un projet qui s'appelle ENIAROF. En fait, c'est mon projet de diplôme. Un peu comme le DFS, qui était peut-être votre projet de fin d'études. Je crée ENIAROF. ENIAROF. Et si vous lisez à l'envers, vous lisez quoi? Foraine, ouais, bien. Et pourquoi je crée ce projet autour donc des fêtes foraines? C'est que je m'intéresse justement à l'histoire des fêtes foraines et à une époque, en 2005, on commence. Alors, il n'y a pas encore les Maker Faire, il n'y a pas encore tous ces événements, mais on parle un peu d'innovation, technologie, etc. Et moi, je réfléchis, je regarde un peu dans l'histoire comment ça s'est passé, et il s'avère que en fait, beaucoup de technologies, beaucoup de choses sont arrivées dans les fêtes foraines. Le cinéma, beaucoup de jeux vidéo étaient dans les bornes d'arcade étaient dans les fêtes foraines au début.
Mais même l'ascenseur est né dans les fêtes foraines. Ça a d'abord été une attraction à monter et descendre rapidement, et après il y a des architectes qui se sont dit « Ah mais tiens, mais c'est pas mal ça pour monter dans des immeubles ». Et je me suis dit, tiens, c'est une plateforme intéressante pour des bidouilleurs, bricoleurs comme moi, pour essayer de proposer des attractions à un public un peu festif. C'est-à-dire qu'on fabrique ça dans un temps un peu court, on brainstorm entre nous, on se lance des idées, et on monte ça pendant 2 soirées festives ou 2 journées festives à un public. Et la sauce prend plutôt bien, parce qu'on va attaquer le 31e Eñarrof au Mexique et au Costa Rica prochainement. Et je vais essayer de vous montrer quelques images de ce qu'on a fait dans ces Eñarrofs-là. Donc c'est une sorte de grosse game jam, mais plutôt de 10 jours. Donc c'est des longues jams, où on fabrique plein de choses. Et là, par exemple, c'est l'Eñarrof numéro 13, où on s'est amusé à faire une salle d'arcade, mais rétro-spéculative. Donc on a imaginé des jeux qui ont existé dans l'histoire du jeu, et des choses qui n'ont pas du tout existé. Et on ne disait rien au public. Et à eux d'essayer de comprendre, est-ce qu'il y a eu sur l'Odyssée des jeux de société avec des plateaux? Est-ce qu'il existait des jeux sur oscilloscope? Bon, vous savez que oui maintenant. Est-ce qu'il a existé des espèces de jeux de roues hamster sur PlayStation, où il fallait courir avec ses doigts sur le contrôleur? Donc on essayait d'aller vraiment au bout du fake, de vraiment faire croire que ça existait. Donc là, vous êtes avantagé, je montre toutes celles qui ont été bricolées, mais à côté de ça, il y avait des vrais jeux, simplement. Est-ce qu'il y a eu des jeux où on chip-sheet une cible devant pour faire avancer? Est-ce qu'il y a eu des jeux qui vous brûlent la main? Des jeux où il faut poser des gros cubes avec des poids pour plonger plus ou moins profondément et remonter? Et tout ça en mangeant de la barbe à papa. Papa. Je suis marseillais, c'est pour ça que mais de la barbe à papa qui était au vin. C'est pour ça que j'ai dit barbe à papa. Et après, une espèce de gros bordel comme ça, de gens, d'attractions qui ne sont pas forcément numériques. Donc là, des gens qui sont en train de s'exercer à crier. Une espèce de compétition de cris. Et tout ce mélange-là, pour nous, c'est Eñarrof. C'est l'idée qu'il n'y a pas que des attractions technologiques, mais il y a des choses qui peuvent être des interactions humaines, autres. Donc proposer de la barbe à papa au vin, par exemple. Et en 2017, on s'est dit, tiens, on en est au 20e environ, parce qu'il n'y a pas un Eñarrof tous les ans, il y en a parfois plusieurs. Là, on va en faire 2 d'un coup. Alors, on s'est dit, on va faire un livre qui montre un peu comment fonctionne Eñarrof. Avec un peu un historique du livre, de Eñarrof, et un peu des fiches techniques, comme un bouquin de cuisine, sauf qu'il y a des fiches communes. Par exemple, la sauce béarnaise, elle est peut-être dans plusieurs recettes, donc il faut aller en fin de livre pour découvrir comment faire la sauce béarnaise. Sauf que nous, notre sauce béarnaise, c'est plutôt comment utiliser Unity, comment utiliser OpenCV, ou alors comment faire de la sérigraphie avec des danettes, ou alors comment cuire des saucisses de tous les moyens possibles et imaginables, sur un PCB avec un pistolet air chaud, ou directement avec du 220 dans un seau avec de l'eau. Ça, c'est la méthode prisonnier. Donc c'est un bouquin qui est sorti aux éditions 1980, qui est une petite maison d'édition assez cool qui fait du surf et du skate aussi. Et ça, c'est l'exemple de quelques pages d'Eñarrof. Donc ça, c'est une de mes créations à moi, mais on est un collectif assez grand, en fait, Eñarrof. Il y a plein d'attractions différentes. Et ça, c'est, par exemple, un exemple de comment faire un simulateur de headbanging. Donc une scène avec des perruques, et quand les gens viennent sur scène, enfilent les perruques, secouent la tête, ils commencent à jouer du hard rock. Et ils gèrent aussi les strobos, les lights et tout ça. Et en fait, c'est du multipiste, donc il y en a un qui est batterie vocale et l'autre qui est basse guitare, par exemple. Et je vais finir sur un personnage qui pour moi est un peu une sorte de père spirituel, on va dire, mais certainement parce que j'ai eu ces objets dans les mains quand j'étais gamin, qui est Gunpei Yokoi, qui est un ingénieur de chez Nintendo, et c'est vraiment lui qui a impulsé tout, en fait, je l'estime en tout cas, le développement du jeu vidéo chez Nintendo. Mais avant Gunpei Yokoi, il a d'abord fait des jouets chez Nintendo,
avant de commencer à faire des jeux vidéo. Et il a une maxime que j'aime bien, c'est celle que vous avez sous les yeux, la pensée latérale des technologies désuètes ou éprouvées, qui est en fait de se dire on peut faire des choses nouvelles, pas forcément avec la technologie du moment ou celle qui va arriver prochainement, qui est brevetée, etc. Mais on peut regarder ce qui existe d'avant et se dire qu'est-ce que je peux créer avec ce qui existe déjà et qui coûte plus très cher en fait. Et ça revient à mon histoire de j'essaye de faire des choses avec peu de moyens. Ben, en fait, Gunpei Yokoi, en voyant quelqu'un dans le train manipuler sa calculette, à s'amuser à faire des petits calculs, il s'est dit tiens, il y a un truc à faire là, les calculettes avec écran LCD, ça coûte plus rien, on a inondé le marché au Japon et en Asie de ça, est-ce que je peux pas faire autre chose? Et il crée le Game & Watch. Puis plus tard, il crée la console portable Game Boy, et au passage entre les deux, il crée aussi, enfin pour le Game & Watch, il crée le contrôleur directionnel, qui brevette mal d'ailleurs, heureusement pour nous, ce qui fait que tous les autres ont pu utiliser le crosspad. Mais Gunpei Yokoi, avant ça, c'était aussi l'inventeur d'objets très bizarres, mais que je trouve assez génial, comme le Shiritori. Shiritori, c'est un aspirateur, mais c'est un jeu. Donc en fait, c'est un aspirateur qui tourne toujours sur lui, et quand j'appuie sur un bouton, il fonce tout droit, et les enfants jetaient plein de papier dans leur chambre, et c'est celui qui arrivait à attraper le plus de papier avec le Shiritori. Donc comment rendre le ménage cool? Et après, il a créé d'autres objets beaucoup plus simples. Ça, c'est son premier best-seller chez Nintendo, c'était l'Ultra Hand, comment attraper des objets à distance avec cette espèce de main improbable, très cartoonesque, on va dire. Mais je vous invite à regarder le travail de Gunpei Yokoi, parce qu'il y a plein d'objets assez drôles. Et en fait, il est derrière plein de choses. Il est producteur de Metroid et plein d'autres jeux. Et c'est un peu le père spirituel, lui, aussi, de Miyamoto. Donc Miyamoto a continué un peu dans la lancée après Gunpei Yokoi, il a impulsé tout ce qui est un peu l'univers Wiimote, etc., et les jeux casual game de Nintendo, sans forcément partir dans une course à la technologie, comme on connaît bien dans cette manière et philosophie de faire de Nintendo. Merci.